Bienvenue à tous et j'en profite comme c'est le premier sprint de l'année et qu'on est encore en janvier pour vous souhaiter une bonne année au nom de l'équipe aussi. On l'a fait par mail mais c'est bien de le faire aussi oralement. Donc bienvenue à ce sprint 07, le premier de l'année. L'année dernière, on avait fait un sprint, notre sprint précédent, c'était un sprint plutôt sur le bilan de l'année écoulée. Ce premier sprint, on va le faire sur les perspectives de l'année qui vient, sachant qu'on est toujours en fait sur la préparation de transformation, d'intégration et de meilleure gestion des établissements et des informations. Des regroupements d'informations qu'on peut faire entre les données d'usage et leurs origines. Ce sprint est un sprint hors série parce que en fait on va laisser une place assez importante au cours de ce sprint à un projet qu'on mène en parallèle avec le service négociation. Donc le service négociation, historiquement, vous savez que l'équipe était intégrée au service négociation, comme on collabore aussi avec d'autres services, on est devenu un service à part entière. Le service négociation, il est dirigé par Xavier Launois. Xavier Launois, d'ailleurs, qui a une position un peu stratégique parce que ce service négociation, comme son nom l'indique, c'est lui qui est impliqué dans les négociations des acquisitions des ressources documentaires, qui est un des services clés et phares avec BIP CNRS au niveau des acquisitions des ressources qui sont mises à disposition des agences CNRS, des chercheurs CNRS. Xavier, en fait, potentiellement, vous avez déjà pu le voir au cours de nos précédentes revues, parce qu'il est déjà intervenu plusieurs fois, et vous avez peut-être aussi pu voir, découvrir quel était son métier, parce qu'en fait, il a fait une présentation, il a été un des premiers volontaires pour présenter son métier. Et donc, vous pouvez aller voir sur Canal U, sur la chaîne Inist, en fait, la présentation de son métier. Et c'est relativement intéressant ce type de présentation. Présentation aussi qui a été faite par Frédéric, qui est une des dernières qui a été mise en ligne, donc que je vous invite aussi à aller voir et qui vous permet de voir en fait qu'est-ce qu'on fait, enfin les métiers de l'INIST qui sont en transformation et c'est très intéressant de voir ce que font les gens concrètement et comment aussi ils en parlent. Voilà, donc le sommaire, ce projet en parallèle, c'est Reed Holdings, et Xavier vous en parlera tout à l'heure. On va aussi vous parler de ce qui est en cours. En particulier, vous savez que la campagne ESGBU a été lancée en décembre, et donc là, on est en plein dedans au niveau de la collecte des informations, en particulier du moissonnage. Donc, pour ceux qui sont en contact avec nous, on vous a encouragé à aller mettre à jour vos identifiants, et donc on a fait un test global. Enfin, Fred reviendra dessus pour que on vérifie bien que les accès pour le moissonnage de chacun des établissements sont bien valides pour pouvoir bien moissonner. Donc, on a commencé à moissonner. Donc, Tom vous présentera aussi les résultats de ces tests et puis des moissonnages en cours. Et puis, alors, euh, Yannick, Yannick vous parlera aussi du travail de fond qui est en train d'être fait pour pouvoir bientôt proposer des espaces dédiés. Donc il y a des étapes préalables à ça qui consistent à enrichir les données d'usage avec des informations établissements. Voilà, Léo est absent, mais c'est Yannick qui parlera pour lui de ce qui a été fait, notamment au sujet de l'ABES, de la collaboration avec l'ABES, et aussi au sujet des interactions qu'on a avec la production chez nous en termes de déploiement
Et notre application qui est la plus au point, c'est Easy on Paywall. On a des changements de version, des mises à jour. Easy on Paywall, on vous a déjà parlé que on avait mis en place l'historique, et donc on peut déployer assez rapidement parce que maintenant le process s'est bien rodé. Et donc Yannick évoquera ce point. Voilà. Donc je passe la main à Fred, qui va nous parler de l'actualité et en particulier de la réunion qu'on a eue lundi sur le groupe de travail indicateur. Ou c'est Fred? Non, non, c'est Thomas, pardon. C'est Thomas, C'est Thomas qui parle je parlerai de après. ce On point. a Bon, fait je te maintenant laisse la l'habitude. parole, Thomas. Eh bien, merci beaucoup, Dominique. Et merci à Frédéric d'avoir préparé la slide. J'ai mis ma capsule sur la sienne en la dernière minute. Euh, donc on s'est réunis avec le groupe de travail en présentiel pour la première fois depuis un petit moment ce lundi. On y a accueilli une nouvelle collègue au consortium Couperin qui s'appelle Carole de Bonnefond, qui sera sur un rôle un peu nouveau pour le consortium, celui de secrétaire exécutif de Couperin. Elle ne peut pas être là aujourd'hui et elle vous demande de l'en excuser. Elle essaiera d'être présente à la prochaine revue, donc vous ferez sa connaissance à la prochaine revue si vous l'avez pas vue entre-temps. Donc on était accueillis par Jacqueline dans ses locaux parisiens ultra sécurisés de l'INRIA. Euh, et on leur remercie pour l'organisation de l'accueil matériel de cette journée-là. Le GTI, c'est un groupe qui existe depuis longtemps et depuis encore plus longtemps, puisqu'il succède au GTSU qui s'occupait à peu près des mêmes questions quand moi j'ai fait mon arrivée au consortium. Donc c'est un groupe qui existe depuis un long moment, qui s'occupe de la question des indicateurs en général et de la question des stades d'usage qui permettent de faire des indicateurs en particulier, et qui donc, à ce titre, est très occupé par la question de la norme Counter et qui suit ses évolutions d'assez près. Donc là, on a passé un petit moment à discuter de la nouvelle version de Counter qui entre en vigueur ce mois de janvier. Donc c'est la version 5.1 qui ressemble beaucoup à la version 5.0 avec laquelle on a l'habitude de travailler depuis un petit moment, mais voilà, qui présente plusieurs évolutions, notamment dans le format des rapports et dans leur structuration. Même si les métriques restent globalement les mêmes, il y a quelques nouveaux aspects qui font leur apparition. On reviendra dessus au cours de l'année. On vous fera des points d'information et on diffusera comme on en a l'habitude, en particulier par le biais du site satellite gti.couperin.org, dont j'indiquerai l'adresse tout à l'heure dans le chat. On diffuse des traductions de mode d'emploi, des traductions de fiches pratiques. On fait le relais vraiment des actus de ce guide de bonne pratique qui a en fait valeur de norme hein, dans le domaine des stades d'usage aux ressources numériques. Euh, donc ça, c'est un peu le gros morceau. Et puis, bah, je fais un peu de pub en passant pour les 3 jours du printemps Couperin là, qui sont organisés du 19 au 21 mars cette année. Et le 21 mars, la dernière journée de ce printemps Couperin, seront en partie consacrés à la question de la norme Counter, puisqu'on fait intervenir des éditeurs qui parlent de leur mise en conformité, qu'on fait intervenir la coordinatrice du projet Countermetrics qui va venir nous parler un peu de la stratégie de ce guide de bonne pratique et de ce qui nous attend cette prochaine paire d'années sur le front des stades d'usage, et en particulier les stades d'usage pour les ressources en open access. Donc ça, c'est voilà, le gros morceau qui nous préoccupe au GTI en ce moment, c'est le passage à la Counter 5.1. Et puis, on en a profité pour recentrer un peu sur l'actualité Readmetrics, sur le lancement de la campagne de saisie des données Counter 5 2024 dans l'enquête nationale ESGBU. Donc, on va en reparler plus en détail à la suite de cette revue, je m'avance pas plus. Et puis bah voilà. Donc on a passé une journée assez dense, on a pas mal de pistes de travail, et donc le gros rendez-vous, je le redis, hein, cette année, en tout cas pour le Couperin et ses membres, c'est le printemps Couperin qui aura lieu du 19 au 21 mars. Pareil, je mettrai un lien dans le chat juste après. Je vous laisse la parole, les collègues. Alors, on va passer, merci Thomas, on va passer à l'animation de la communauté. On va revoir pas mal de choses qu'a évoqué Dominique et Thomas, justement.
Et on commence, ben, voilà, il avait souhaité la bonne année en début de sprint. Eh bien, vous avez la carte qui suit. Donc, je pense que tout le monde a dû la recevoir, hein, puisque ça fait partie des informations qu'on envoie avec les agendas des supports et des webinaires. Alors, on passe tout de suite à un premier webinaire qui était organisé le 24 janvier, justement. Tom va vous en parler un petit peu plus de manière technique ensuite. C'est ce fameux test qu'on a lancé en début d'année sur EasyCounter, le test de l'ensemble des identifiants pour tous les établissements. Ce test est important, on en avait discuté ensemble l'année dernière pour justement vous évoquer les problématiques eh bien, des points d'accès avec des identifiants qui sont à date de péremption. Donc ça, c'était vraiment important puisque ce test eh ben, a permis de faire un état des lieux de ces points d'accès qui deviennent invalides en statut orange dans votre formulaire EasyCounter. Et donc, on vous a envoyé un mail, hein, donc tous les établissements qui étaient concernés par ces points d'accès invalides, on vous a envoyé un mail pour vous inviter à ce webinaire pour justement qu'on revoie ensemble ben, les bonnes pratiques dans EasyCounter qui consistent eh bien, à avoir l'intégralité des identifiants fonctionnels et d'avoir cliqué sur le bouton Je valide mes identifiants pour pouvoir être moissonné. On a cette campagne 2025 qui démarre, Thomas en a parlé, qui va justement vous permettre d'avoir l'intégralité des données Counter 5 dans EasyMesure pour eh bien, servir à l'enquête SGBU qui démarre là, l'enquête SGBU qu'on va commencer à communiquer sur eh bien, toutes les dates de webinaires qui vont s'organiser d'ici le mois de mars. Donc ça va être un travail important. Donc c'est pour ça que eh bien, on a invité pas mal d'établissements. Tom fera un petit bilan de ce test. Justement, c'est important de voir qu'il y a un travail important de l'équipe ensuite à faire derrière ces tests, puisqu'on se rend compte que ben, les éditeurs ne respectent pas forcément eh bien, je dirais, les bonnes pratiques Counter 5 et qu'on est confronté à pas mal d'erreurs ou des plateformes qui tombent quand on fait des demandes pour l'ensemble des établissements. Donc, je laisserai Tom en parler juste après. Ensuite, eh bien, dans le blog, on a communiqué justement sur ce Easy Counter qui vous permet justement de connaître eh bien, toutes les bonnes pratiques et comprendre pourquoi votre établissement, par exemple, n'a pas été moissonné en 2024. C'est intéressant puisqu'on se rend compte que même si on a déjà, par rapport à la campagne de moissonnage qu'on a lancée, on a pas loin de 100 établissements qui ont des données 2024 qui vont être chargées ou qui sont déjà chargées. Eh bien, il y a encore des établissements qui n'ont pas les données 2024 dans leur espace publisher, ce qui fait qu'on a republié avec Thomas cette petite fac pour vous permettre, pardon, eh bien, d'avoir tous les éléments factuels pour justement demander ce moissonnage 2024. Et puis, l'enquête SGBU, on a publié hier. On a republié un article qui était pour la campagne 2024. On l'a mis à jour avec les bons éléments qui vont vous aider justement à bien démarrer ce moissonnage pour ensuite eh bien, pouvoir remplir les 7 indicateurs Counter 5. Ensuite, alors, une étape importante, c'est, on en a parlé à la précédente sprint, on en parle depuis un moment. Tom travaille sur la migration de l'ancien reporting que pas mal d'entre vous connaissent, hein, qui permettait eh bien de faire une photographie des tableaux de bord que vous avez dans vos espaces pour les envoyer en format PDF à des listes de diffusion ou à des collègues en individuel. Eh bien, le reporting s'est terminé, hein, donc on l'avait signalé depuis un moment. On s'est rendu compte qu'on a dû supprimer 110 rapports qui étaient en cours, c'était souvent des rapports annuels et certains étaient même obsolètes. Et puis, donc, on a prévenu ces 22 établissements, on les a invités aussi à un webinaire que j'évoquerai ensuite. Et puis, donc, on a supprimé tous ces anciens rapports lors de la migration avec Easy Report. Ça concernait donc 110 rapports externes et ça concernait aussi 16 rapports pour l'INIS CNRS qui ont tous été remplacés par des rapports Easy Report, hein, donc que les équipes en interne reçoivent déjà maintenant depuis un petit moment. Ce webinaire, justement, présentation Easy Report, eh bien, il y en a eu deux en tout. Il y en a eu un au mois de décembre.
qui permettait eh bien de voir comment fonctionnait EasyReport, de voir qu'on avait mis en place des prédéfinis pour la partie Counter 5. Ces prédéfinis, eh bien, vous étiez 18 établissements à y participer. Ça a généré 43 rapports, donc c'était intéressant. Ça a permis de voir que eh bien, ce nouveau système est assez pratique. Et Je regarde e-master, mais il n'y a pas de... je vous remercie Si de vous voulez couper les quelque micros, chose. s'il vous plaît. Merci. Donc, ça a permis de voir justement que vous étiez intéressé, que c'était assez facile à utiliser. Ce qui fait qu'on a mis en place un autre webinaire le 20 janvier pour eh bien, permettre de présenter EasyReport, mais pour les données EasyParse. Donc, 14 établissements testeurs étaient donc présents à ce webinaire. Et puis, on a mis en place 4 prédéfinis EasyParse et ça a généré 30 rapports. Voilà, donc je rappelle que ces rapports sont génériques pour l'instant, mais ils vont évoluer. On a eu des questions pendant ce webinaire. Je pense à Rachid qui, d'ailleurs, a fait intervenir son nouveau collègue et qui nous a posé ces questions-là. Donc, pendant l'année 2025, ces modèles génériques vont pouvoir évoluer. On va organiser des groupes de travail. On va pouvoir les faire évoluer au niveau des rapports, on pourra les filtrer et on pourra aussi bien avoir des rapports qui permettent de voir par exemple l'enrichissement des utilisateurs. Tout ça, c'est prévu, mais ça va se faire progressivement. Voilà ce que je pouvais dire sur ces rapports. Alors, quand même une petite diapo pour montrer la tête de ces nouveaux rapports qui sont mis à disposition. Vous avez à gauche le rapport PDF qui est donc envoyé pour les données EasyParse et à droite le rapport EasyCounter qui donc voilà avec un nouveau graphisme. Et tout ça, c'était bien sûr développé par Tom depuis pas mal de mois. Et c'est un travail considérable et voilà, on leur remercie beaucoup pour ce nouveau service qui est très prometteur. Et là, je vais laisser la parole eh bien, à Tom justement qui va nous parler des identifiants sushi que j'ai évoqués précédemment. Tout à fait. Donc, on a procédé dans la nuit du 10 au 11 janvier à un test généralisé des identifiants sushi. Je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu que les tests sont soit passés en orange, soit sont restés en vert, soit sont passés en failed, donc en rouge, et que les dates étaient un peu amusantes à lire vu qu'il y a eu certains tests qui étaient à 1 h du matin. Mais bref, tout ça c'était automatisé. On avait testé la période, enfin le rapport qu'on demandait était sur celui d'octobre 2024 pour être sûr qu'on ait des données sur tous les endpoints, tous les points d'accès. Et ça a été un test d'environ 3700 identifiants pour 150 établissements, donc à peu près 25 identifiants par établissement. Et ça nous a permis plusieurs choses. La première, c'était d'identifier et de lister les points d'accès qui ont des identifiants périmés. Donc par exemple, on a certaines plateformes qui décident de remettre à zéro leurs identifiants tous les ans. Ça peut être moins, ça peut être plus. Et on a pu en faire une première liste. Ça nous a permis aussi d'identifier les points d'accès problématiques et leurs erreurs, et donc de pouvoir remonter tout ça à ces 10 points d'accès pour qu'on puisse les moissonner correctement, et aussi faire des statistiques sur ces identifiants. Et tout ça, on a pu le faire en extrayant tout simplement les données des différents tests et en créant des outils autour pour pouvoir exploiter et analyser ces résultats. Donc, notamment la slide suivante, on peut voir deux gros graphiques, qui est la proportion des statuts des identifiants après le test. On peut voir que c'est 90% des identifiants, donc qu'on peut moissonner et qu'on va moissonner, notamment dans le cadre de l'ESGBU. Et il y a environ 3% d'identifiants qui tombent en erreur, donc où c'est un problème côté plateforme, et on est souvent en contact avec eux, ou en tout cas avec la registry Counter, pour essayer de voir comment régler le problème et pouvoir les moissonner. Au niveau justement des erreurs, donc que ce soit des identifiants valides ou des erreurs en elles-mêmes, il y a énormément encore d'identifiants valides, donc ça, si on peut mettre à jour les identifiants avant de moissonner, c'est mieux, mais je sais que c'est assez compliqué de les avoir parfois. Ensuite, il y a surtout beaucoup de JSON invalides, les plateformes qui tombent pendant le moissonnage, ou tout simplement qui ne sont pas tout à fait très solides et qui peuvent nous renvoyer un peu n'importe quoi, et parfois des rapports invalides, notamment parce qu'il manque un champ ou deux dans tout le rapport et qu'on ne pourra pas les moissonner comme il faut.
Toujours est-il qu'après ce test de tous ces identifiants, on a pu moissonner sereinement tout 2024. Donc on a fait une première session de moissonnage pour 84 établissements environ sur la centaine de points d'accès qu'on a. On a pu relancer aussi, j'ai pas pu le mettre dans la slide, mais une vingtaine d'établissements qu'on est en train de moissonner là actuellement en ce moment. Et tout ça, toutes ces moissons, ça fait énormément de logs, d'erreurs, de succès, etc. qu'il faut là aussi analyser. Donc on a créé d'autres outils pour analyser justement tout ce qui ressort pendant un moissonnage. Et ça nous a permis aussi, encore une fois, slide suivante, pardon. Tu me dis, hein, n'hésite pas, hein, parce Oui, que pardon. Et là encore, ça nous a permis de lister déjà les erreurs sushi que les plateformes nous renvoient. Donc par exemple, on peut voir qu'il y a énormément de 3030 qui correspond au code d'erreur quand il n'y a pas de données pour ce rapport, pour le rapport qu'on demande. Mais ça nous a permis aussi de lister les points d'accès avec des rapports non supportés. Donc notamment, on peut voir Liverpool University Press qui ne supporte pas le DR et le DRD1. Donc ça, après, on peut aller dans l'interface d'administration d'EasyMesure et expliciter le fait de ne pas aller moissonner ces rapports puisque de toute façon ils seront vides. Et ça nous permet aussi de lister les rapports invalides, notamment groupés par point d'accès, et donc d'aller voir pourquoi ils sont invalides et de pouvoir remonter ça encore une fois aux points d'accès et aux éditeurs. Ça nous a permis aussi de faire des statistiques, toujours plus de statistiques, on aime les graphes ici. On peut voir que globalement sur la grosse moisson du 23 au 26 janvier, donc les 80 établissements, il y a eu environ 85% de moissonnage réussi. Et sur toutes les erreurs qu'on a, donc sur les 15% restants, c'est énormément de périodes indisponibles, que ce soit parce que le rapport, c'est un mauvais code d'erreur qui nous est renvoyé, ou alors tout simplement parce que il n'y a pas de données ce point d'accès n'a pas de données pour 2024. Voilà, j'espère avoir pas été parti dans tous les sens. Non, c'est très Et bien. c'était un peu long, mais on va pouvoir continuer avec Yannick qui va nous parler de Bibliomap et de ce qui s'est passé du 8 au 20 janvier. Tout à fait. Donc oui, dans la rubrique faits divers, on a eu pendant ce sprint une petite interruption de service du côté de Bibliomap. Donc pour rappel, Bibliomap, c'est notre démonstrateur qui nous permet d'afficher les consultations de ressources électroniques, donc du CNRS en direct live. Et donc suite à une mise à jour de BIP CNRS qui a été faite dernièrement en suivant le nouveau standard de déploiement INIST, on a eu une petite déconnexion de la brique qui s'occupe de nous fournir une vue en direct des logs. Donc, on a eu, à cause de ça, une petite interruption pendant 2 petites semaines. Donc, on a fini par remarquer et donc on s'est mis directement en collaboration avec nos amis de la prod, qu'on remercie au passage, ce qui nous a permis de résoudre ce problème assez rapidement une fois qu'on s'en est rendu compte. Donc, la brique en question a été remise en place du côté de BIP CNRS et intégré dans le déploiement standard, ce qui fait que cela ne nous posera plus de problème à partir d'aujourd'hui. Alors, le travail de fond avec Tom qui reprend la parole. Tout à fait, puisqu'on n'avait pas assez parlé d'Easy Report, on va en reparler un tout petit peu, puisque lors de cette sprint, on a pu travailler sur le passage d'Easy Report, et notamment de son interface, en View 3. On avait déjà parlé de View 3 dans les précédentes sprint reviews, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais globalement, ça, c'est une grosse mise à jour de ce qu'on utilise pour faire nos interfaces. Et il y a eu de gros changements, donc il faut tout mettre à jour. Ça prend du temps, c'est de la dev technique, c'est pas le plus intéressant, mais c'est très important pour la suite et ça nous permet justement de faire évoluer l'interface comme toutes les autres fois, c'est-à-dire en la rendant plus stable, plus simple d'utilisation et aussi plus claire, tout en nous basant sur les retours utilisateurs et les retours de l'équipe lors de nos tests. Et je repasse la main à Yannick qui va nous parler de la migration des index.
Donc, on va revenir rapidement sur ce travail de migration. Donc, pour rappel, on a entamé il y a un moment un renommage massif de nos index, dont l'objectif est de faciliter notre gestion, en particulier pour tout ce qui est regroupement d'établissements qui peuvent avoir parfois des index en commun. Donc, cette migration, ça fait un moment qu'on l'a commencé. Elle s'est étalée sur plusieurs sprints. Et donc, au dernier sprint, elle était déjà bien entamée. Et aujourd'hui, elle est terminée à 97% précisément. Donc, il ne nous reste plus que quelques cas particuliers, mais qui sont principalement des index internes à l'INIST pour lesquels il faut qu'on fasse attention lorsqu'on les renomme. Mais donc, on peut considérer qu'elle est quasiment terminée. Et c'est donc la dernière fois que vous voyez cette slide. Et nous reviendrons vers vous sous peu. Ensuite, on va parler un petit peu de l'ABES. Donc, on travaille avec l'ABES depuis un moment dans le cadre du projet EasyStat. Donc, EasyStat, c'est un projet global qui vise à mesurer l'usage de leurs applicatifs. Et donc, dans le cadre de ce projet, ils ont voulu commencer par mesurer l'usage de la plateforme thèse.fr. Donc, c'est le premier applicatif à en bénéficier. Donc, on travaille maintenant depuis un certain temps à mettre en place la mesure des usages avec EasyParse pour thèse.fr. Et donc, dans ce contexte, l'ABES nous a développé 3 middleware qui sont là pour enrichir les consultations de thèse.fr. Donc, ils nous ont proposé une première version de ces middleware sous forme de pull request sur GitHub. Donc, on a validé ça et on continue d'échanger avec eux globalement pour pour améliorer encore le code et la documentation. Et ce qu'il y a d'intéressant à noter, et qui va rebondir sur ce que Dominique disait au début de la sprint, c'est que les données d'usage les données d'usage chez l'ABES contiennent les identifiants des établissements consultants, ce qui nous intéresse parce que c'est là-dessus que l'on peut se baser pour proposer des espaces dédiés à la consultation comment je dirais, des espaces dédiés pour chaque établissement pour voir leur consultation de thèse.fr. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore en place, mais nous sommes en train de mettre en place les premières briques dans le but d'arriver à cet objectif. Ah, alors juste un petit détail, c'est pas consultant, c'est producteur en fait. C'est-à-dire que Euh, thèse.fr, c'est en accès libre. Par contre, les thèses sont produites par les établissements et je crois que c'est ça qui est ajouté dans les informations. Ah oui, pour les middleware, oui. Oui. Oui, je devrais peut-être faire, je suis pas arrivé, je suis pas passé dans le détail des middleware, mais les middleware sont là pour ajouter des informations sur les établissements qu'on consulte, alors que les données les logs de thèse.fr contiennent l'information sur les établissements qui consultent, qui consultent le site thèse.fr. Effectivement, la différence est à noter. Donc ensuite, Je passe à la suivante, Yannick. oui. Donc ensuite, encore des middleware, encore et toujours des middleware. Donc dans le même but, il se trouve, pour remettre dans le contexte, que nous aimerions bien avoir proposer le même genre de tableau de bord dédié pour la plateforme Istex notamment. Et il se trouve que la plateforme Istex possède dans ses logs en partie les logs contiennent partiellement les identifiants des établissements consultants, donc qui accèdent à la plateforme Istex, mais pour pouvoir proposer des tableaux de bord sur la consultation, des tableaux de bord dédiés, il nous faut j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Il faut que nous ayons une complétude. Il faut que nous ayons excusez-moi. Bref, comprenez que l'identifiant ABES est présent en partie dans les logs Istex et nous aimerions qu'il soit. Ouais, j'ai vraiment du mal. Je peux t'aider un peu. En fait, Oui, le vas-y, problème merci. vient du fait que la plateforme Istex, elle est accessible via authentification.
Et l'authentification peut avoir lieu de deux façons différentes, soit en passant par un fournisseur d'identité, soit par rapport à l'adresse IP des gens, des établissements qui consultent. Et il se trouve que dans les logs, en fait, on a partiellement donc l'information d'identification des établissements. Donc cet identifiant ABS, on l'a que partiellement. Or, Istex souhaiterait produire des rapports d'usage par établissement sur les usages Istex. Et pour pouvoir proposer des rapports corrects, eh bien, il faudrait que on puisse avoir cette identification pour tout ce qui est consulté par cet établissement. Donc, il faut qu'on puisse avoir le moyen d'enrichir les données d'usage avec les informations établissements pour toutes les consultations. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces trois middleware, c'est-à-dire que même si on a en partie déjà une partie des informations qui sont remontées par l'API Istex, elles ne remontent pas ça sur 100% des données d'usage. Et donc, ces trois nouveaux middleware sont destinés à compléter et à être sûr que 100% des données d'usage, pour 100% des données d'usage, on identifie bien quel est l'établissement qui consulte. Voilà. Et ce qui permettra à l'équipe Istex de produire des tableaux de bord orientés établissement qui permettront aux établissements de savoir quels sont leurs usages sur les ressources Istex. Voilà. Et c'est un truc qui est intéressant pour nous aussi et qui vient de notre collaboration avec la BES, parce que pour ça, on est obligé de récupérer des listes d'adresses IP qu'on utilise pour bien sûr faire matcher le host consultant avec ces adresses IP qui sont reconnues. Ce qui est intéressant de Merci. préciser aussi, c'est que actuellement, en tant qu'établissement, si vous souhaitez demander à l'équipe Istex un rapport sur les consultations que vous faites en tant qu'établissement, eh bien, vous devez envoyer un mail à l'équipe et vous recevez un PDF d'un tableau de bord qui est donc une image figée de vos consultations. Et le but, eh bien, c'est d'avoir un tableau de bord par établissement qui soit dynamique et qui vous permette d'aller plus loin dans la consultation plutôt que d'avoir un PDF qui parfois montre ses limites. Et ce sera pareil pour les données BIP CNRS avec les UMR, puisque là aussi, il y a toute une procédure qui permet d'envoyer ces listes UMR à l'équipe EasyMesure. Et à ce moment-là, vous recevez un tableau de bord en PDF actuellement. Donc ça, c'est les versions qui vont disparaître quand on pourra mettre en place ces tableaux de bord par établissement. C'est bon, Yannick? On peut continuer? Oui, merci pour ton intervention, Dominique. Et donc, une fois que nous aurons des données dans EasyMesure qui contiennent les identifiants des établissements consultants, donc l'objectif numéro 2, ça va être qu'on va vouloir utiliser ces informations. On va en avoir besoin pour pouvoir générer des espaces dédiés aux établissements. Et donc, pour pouvoir utiliser ces informations, on va avoir besoin d'associer des identifiants aux établissements, justement. Donc, on a commencé à travailler sur la déclaration de champs personnalisés. Donc, l'idée, c'est que l'on puisse déclarer des champs selon les cas d'usage qui se présentent. Par exemple, ça peut être l'identifiant ABES, mais ça peut être aussi, par exemple, les identifiants de labo CNRS. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un exemple comme l'Institut Pasteur, ils ont un identifiant ABES, mais ils ont aussi un certain nombre de labos qui ont du coup des identifiants de type UMR pour le CNRS. Donc, on va pouvoir déclarer ces champs dans une interface d'administration et ces champs-là, on va les utiliser dans la fiche établissement pour pouvoir dire cet établissement-là, il a tel identifiant ABS, il a tel identifiant de labo, il a tel autre type d'identifiant. Ce qui nous permettra par la suite, sur un travail qui pour le moment est encore balbutiant, de pouvoir déclarer des accès partiels, typiquement aux données d'Istex, aux données de l'ABES, ce qui nous permettra de donner accès à un tableau de bord global, mais qui donnera accès uniquement pour chaque établissement aux consultations qui lui sont propres.
Et donc enfin, on va parler un petit peu d'Easy Paywall. Donc du côté d'Easy Paywall, on a déployé une nouvelle version, donc à savoir la 1.4.1. Donc rappelle qu'Easy Paywall, c'est l'API, enfin c'est notre API miroir d'Unpaywall, donc qui permet de consulter l'état open access des ressources électroniques et qui est notamment utilisé avec EasyParse, enfin conjointement avec EasyParse. Et donc la nouveauté majeure de cette version, c'est l'introduction d'un historique des états, un historique des données. C'est-à-dire, en gros, la possibilité de demander l'état open access d'une ressource à une date donnée, ce qui va être très pratique, notamment pour l'utilisation avec EasyParse. Donc, à savoir que l'historique n'a pas encore été chargé pour l'année 2024, mais on y travaille. Donc voilà, ça va être, on aura bientôt la possibilité de l'utiliser à son plein potentiel, si je puis dire. Et l'interface comprend aussi quelques nouveaux onglets d'administration pour globalement nous faciliter la gestion du serveur. Et je vais donner la parole à Dominique qui va nous présenter, qui a déjà commencé à présenter Xavier en début de sprint, mais je vais lui laisser la parole pour justement lui donner la parole à Xavier par la suite. Oui, alors juste une rapide introduction de Xavier, oui. En fait, Xavier, c'est le chef de service du service avec lequel nous avons le plus d'interactions. Et donc, je vous rappelle que même si on travaille pour l'ensemble des établissements du consortium Couperin, on travaille aussi pour nous, pour l'INIS CNRS. Et c'est vraiment notre interlocuteur principal. Et moi j'ai souhaité qu'il lui laisser une place pour qu'il puisse présenter les outils sur lesquels on travaille en interne, parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains établissements, en particulier les gros établissements qui sont constitués de composantes et qui potentiellement donc du coup peuvent avoir plusieurs états de collection, plusieurs bouquets différents et donc ça permettra d'avoir un retour d'expérience sur comment on gère ça à l'INIS. Donc Xavier, je te passe la parole parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Merci Dominique, bonjour chers et chers collègues. Donc merci pour cette carte blanche à propos de ce projet qu'on développe avec vous qui s'appelle donc Reed Holdings. C'est un projet dont les premiers jalons ont été posés il y a à peu près 4 ans. Ça avait donné lieu à un premier prototype et après il y a eu 2 années de mise en sommeil parce que les différentes équipes étaient extrêmement chargées sur d'autres aspects beaucoup plus prioritaires. Néanmoins, voilà, ce projet a repris du service avant l'été. Et donc là, je vais vous en reparler comme si c'était quelque chose de nouveau, voilà, avec les éléments récents. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Fred. Donc, Reed Holdings, qu'est-ce que c'est basiquement, c'est de la data visualisation appliquée aux métadonnées de signalement documentaire qui sont celles des bases de connaissances, des outils de signalement utilisés dans notre dispositif d'outils de découverte. Chez nous, c'est EBSCO. Donc, Reed comme Reed Metrics parce que ça vient s'inscrire dans l'écosystème produit par l'équipe Reed Metrics, et Holdings parce que c'est le mot anglais, comme vous le savez sans doute, qui définit ce qu'on appelle les avoirs documentaires, ce qui est détenu dans les collections. Et c'est un mot qui est lui-même repris dans les différents produits d'EBSCO que l'on est amené à utiliser dans ce projet, qui est donc Holdings Library Management, HLM, et Holdings IQ, l'API, qui est vraiment au cœur du système qu'on va voir plus tard. Donc tout ça, ça repose sur les technologies que vous connaissez à force de venir assister à ces sprint reviews, qui sont Elasticsearch et Kibana. Simplement, on n'est plus du tout dans l'univers des données d'usage, mais dans celle des données de signalement. Suivante, s'il te plaît. Donc Reed Holdings, ça s'inscrit dans des cas d'usage assez différents, dans des spécificités qui sont celles de BIP CNRS. Il vient répondre à des besoins qui sont peut-être de niche, très propres à notre configuration.
La première de ces spécificités, c'est le fait que BIP-CNRS, ce n'est pas un fonds documentaire unique, mais 10 fonds documentaires qui sont juxtaposés. On peut en parler comme étant des silos. Ils ont certes beaucoup de ressources en commun, qui constituent vraiment un tronc commun assez large entre d'un fonds à l'autre. Et après, dans chacun des 10 fonds qui correspondent à chacun des instituts du CNRS, eh bien, il va y avoir des bouquets qui vont être activés de manière plus spécifique parce que ça va être acquis vraiment pour une communauté particulière, pour une spécialité disciplinaire. Mais malgré tout, quand bien même il y a un large tronc commun en termes de droit d'accès, encore faut-il que l'on s'assure que les paramètres, ce qui est déclaré en termes de signalement soient vraiment fidèles, à ce qui a été acquis, négocié, et deux, en fait, équivalent, harmonieux d'un fonds à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile dans cette configuration-là, de fractionnement des états de collection. Le signalement est assuré chez nous par potentiellement plusieurs personnes. C'est propice à des erreurs humaines. C'est assez inconfortable en termes de gestion. Il faut entrer, sortir de chaque fonds pour appliquer les modifications. Voilà, tout ça est assez, voilà, comme je dis, propice au risque d'erreur et simplement même de confusion. On peut même carrément s'y perdre en navigation. Euh, et, euh, et donc l'intérêt, c'est la vocation première de Reed Holdings, c'est d'apporter un outil de facilitation qui vient à côté vraiment de notre outillage EBSCO et qui vient apporter une facilitation pour le pilotage de ce signalement à travers les 10 fonds. Pilotage, mais aussi pour du reporting, parce que par exemple, lorsque, on en a parlé tout à l'heure, de l'enquête GBU, lorsque c'est le moment de l'enquête GBU, il y a non seulement la partie sur les usages numériques, mais il y a aussi la partie sur les stocks, les états de collection. Et un outil comme Reed Holdings nous permet de faire très 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 facilement le comptage dédoublonné de tous les avoirs documentaires qui sont présents à travers les 10 fonds. Et vous verrez que voilà, ce qui fait aussi la spécificité de BIP-CNRS, c'est la volumétrie. Et donc, cette possibilité de dédoublonner est vraiment hyper importante pour nous. Le deuxième aspect de contexte concernant donc BIP-CNRS et l'intérêt d'un produit qui vient à côté, c'est que les notices, elles sont interrogeables uniquement sur authentification. Il faut que l'utilisateur ait un certificat Janus. Et bien souvent, pour le chercheur, la chercheuse, son certificat Janus va être fléché vers un fonds en particulier. Et donc voilà, ces notices, elles sont en accès restreint. Et le cas d'usage qui est apparu au cours des dernières années, c'est une envie de donner accès à toute catégorie d'utilisateurs, qu'ils aient ou non un certificat Janus, et que ce certificat soit fléché sur un en particulier ou ouvert sur les 10. Voilà, que tout à chacun puisse accéder aux états de collection de BIP-CNRS pour éviter, donner aussi cette meilleure visibilité, éviter que des utilisateurs croient être ne pas avoir accès à quelque chose qui est accessible dans le fond d'à côté. Voilà, pour apporter un maximum de sérénité et au niveau des utilisateurs, toutes catégories confondues, que ce soit chercheurs ou collègues bibliothécaires qui n'ayant pas d'identifiant Janus, mais qui a un rôle d'accompagnement des communautés de chercheurs dans les unités. Voilà, ça leur permet aussi de flécher, d'apporter le meilleur conseil à leur public. Troisième aspect, c'est que, étant donné l'aspect restreint de l'interrogation des notices, bien souvent, de la part d'utilisateurs chercheurs ou d'utilisateurs bibliothécaires, on a des demandes récurrentes de listes de titres et qui viennent du coup peser dans nos activités comme pour y répondre. Et ce qu'on voulait, c'était éviter d'avoir ce système où vous nous écrivez, il y a potentiellement une file d'attente et on vous livre les listes selon le périmètre qui est souhaité. L'idée, c'est qu'avec Reed Holdings et la surcouche qu'on y amène par la suite, que je vais détailler après, qui s'appelle BIP-CNRS Index, permettre à toute catégorie d'utilisateurs de générer ses propres listes de titres
de manière custom sur l'intégralité des 10 fonds, sur un seul fonds ou sur un bouquet en particulier, une sélection de bouquets en particulier, voilà, de façon très 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 paramétrable. Donc voilà, tout ça, vous allez le voir juste après, il y a un schéma qui va le détailler. Les outils, l'outillage EBSCO sur lequel on repose BibCNRS, il est commode pour gérer un fonds documentaire, mais il est beaucoup moins adapté, il n'est pas conçu pour en gérer 10 en simultané et en parallèle. Voilà, ça fait de BibCNRS quelque chose comme d'un mini consortium à lui seul en termes de séparation de différents fonds. Donc ça demande un contrôle tout à fait particulier. Donc on voit dans ce schéma, que je vais décrire assez vite, qu'on a en haut les utilisateurs, les différentes catégories d'utilisateurs qu'on identifie dans cet écosystème. Donc d'un côté, ceux dont j'ai déjà parlé, qui sont les chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, postdoctorants, bibliothécaires, n'importe qui dans le SR en tout cas, et qui dispose d'un certificat Janus. Et à côté, c'est les nouveaux utilisateurs qu'on essaie de servir à travers ce dispositif, c'est les mêmes utilisateurs, plus potentiellement n'importe qui, ESR ou pas ESR, mais qui ne dispose pas d'un certificat Janus, mais qui est intéressé pour connaître nos fonds. Et donc, tout en bas du schéma, donc là je viens de parler en fait de l'aspect front de tout cela. Au bac, il y a les bibliothécaires BibCNRS, l'équipe que je supervise et nos collègues aussi de l'équipe portail BibCNRS. Voilà, on est plus d'une dizaine de personnes derrière ces outils. Donc voilà, tout ça, ça doit dialoguer. Entre nous deux, entre les bibliothécaires et les utilisateurs, il y a ces différentes couches que vous voyez à l'écran. À gauche, vous avez vraiment les gros produits phares et qui sont la colonne vertébrale en fait de ce rapport documentaire entre bibliothécaires et utilisateurs et qui sont délimités avec des traits beaucoup plus épais. C'est donc l'outillage EBSCO où on voit qu'il y a bien les 10 interfaces différentes qui correspondent à chacun des fonds, sur lesquels les bibliothécaires ont tous la main individuellement pour apporter déclarer les contenus, apporter les modifications, mais c'est vraiment séparé. Au centre de cela, la base de connaissances d'EBSCO et ces API qui viennent faire office de pivot pour redistribuer par la suite toutes les informations dans les différentes interfaces de BibCNRS qui sont offertes aux chercheurs en fonction de leur droit d'accès. Donc, tout ce que l'on développe avec Readholdings, ça vient donc à côté, c'est vraiment méta, à côté de cette colonne vertébrale. Et donc là, en fait, on retrouve un fonctionnement similaire à ce qui se passe avec les statistiques d'usage, ni plus ni moins. Pour les 10 clés d'API que l'on a pour nos 10 comptes, le système va télécharger toutes les notices qui sont dans les différents fonds, et ça, c'est ça qui est vraiment l'important, c'est les remettre tout à plat dans un seul index pour une vision globale. Viennent s'y ajouter des enrichissements personnalisés, j'en décrirai un juste après, qui viennent compléter les données que l'on récupère via cette API, qui sont un mix de données propriétaires EBSCO et augmentées elles-mêmes de données KBART. Donc toutes ces données, elles sont récupérées, puis enrichies, ensuite insérées dans un index Elasticsearch, puis elles viennent s'afficher dans Kibana, et à partir de tout ça, on peut générer des tableaux de bord de pilotage ou qui vont être plutôt vitrines si on veut exposer des aspects en interne, mais à des personnes qui sont pas bibliothécaires. Donc là, ces tableaux de bord, ils sont globaux, ils sont à travers tous les fonds, ils nous permettent vraiment une vue un pilotage simplifié, et toutes ces informations sont mises à jour de façon quotidienne. Au cœur de ce dispositif, donc, il y a cette API à laquelle on s'est abonné auprès d'EBSCO. Si ça vous intéresse sur les aspects tarifaires, on pourra en parler à la fin de la séance où on pourra s'écrire éventuellement. Donc, il y a ce point pivot qui vient alimenter tout le reste du système. Je parlerai de BibCNRS Index juste après. Et donc, en tout cas, voilà l'architecture de la chose, la colonne vertébrale, les outils qui sont vraiment le dialogue entre nous et les chercheurs, et à côté, tout ce qui vient
en complément, en méta pour nous faciliter la vie au niveau de bibliothécaire et pour après donner un maximum d'informations aux différentes catégories d'utilisateurs, c'est BibCNRS Index. On y vient tout de suite avec la slide suivante. Pas encore. Avant la slide suivante, avant de venir à BibCNRS Index, pardon, reviens s'il te plaît Fred, excuse-moi, c'est la suivante, pardon. Voilà. Voilà, quelques aperçus rapides avant d'enchaîner sur BibCNRS Index, quelques aperçus rapides de Reed Holdings. Là, vous avez un aperçu d'un de nos tableaux de bord internes. Vu que c'est de l'interne, on peut se permettre d'avoir des choses un peu denses, comme vous pouvez le voir, qui sont de même qu'une cabine de pilotage d'avion, ça peut être très très dense et très très difficile à lire. Vous pouvez avoir cette sensation ici. Ce qu'il faut retenir là, à travers cette vue synthétique, voilà, là vous voyez des choses qui sont globales à travers les 10 fonds. On voit qu'il y a plus de 2 millions, près de 2 500 000 notices unitaires qui sont agrégées dans cet index élastique et qui, dédoublonnées en faisant un comptage unique, donnent en fait une somme de près de 480 000 titres uniques, et donc tout cela à travers 215 bouquets à gérer dans les 10 différents fonds. Parmi les enrichissements personnalisés qu'on a fait opérer dans ce développement grâce à Léo, c'est notamment sur la métadonnée Access Type. Access Type, c'est une métadonnée qui est présente dans le format KBART, qui permet de dire si la ressource elle est en accès ouvert ou en accès payant. Le problème, c'est que dans les données qu'on reçoit d'EBSCO, en fait, EBSCO n'investit pas du tout cette métadonnée par défaut, tout est mis en payant. Mais on a voulu enrichir cette métadonnée, et pour ce faire, on a intercalé une interrogation du DOAJ. Voilà, pour chaque ressource qui est présente dans l'index, ça va interroger le DOAJ, et si la ressource est présente dans le DOAJ, alors ça vient attribuer la métadonnée free F à la notice, et autrement c'est P. Alors ça a ses limites, le DOAJ, toutes les ressources en accès ouvert ne sont pas forcément présentes dans le DOAJ, c'est les revues qui doivent s'y déclarer, mais c'est déjà une première approche qui nous permet déjà de dégrossir un maximum de choses, et ça représente un gain d'emblée par rapport à ce qui nous est fourni par défaut via l'API d'EBSCO. Slide suivante, s'il te plaît, Fred. Et là, c'est là où on voit l'aperçu analytique, cette fois-ci, à travers les 10 fonds de BibCNRS. C'est là où on peut voir comment les différents bouquets, c'est la table qui est sur le bas, comment les différents bouquets sont ventilés à travers les 10 fonds, et comment ces bouquets peuvent être regroupés aussi par fournisseurs de ressources. Là, par exemple, j'ai mis en surligné les bouquets en bas de l'American Chemical Society, l'ACS. Déjà, on voit qu'ils ne sont pas nommés de la même manière dans la base de connaissances d'EBSCO entre le bouquet ISTEX et le bouquet ACS. On voit évidemment que le bouquet ISTEX, c'est quelque chose auquel ont droit les 10 instituts, donc c'est présent partout, ça fait partie du tronc commun. Et par contre, on voit que le bouquet courant d'ACS, lui, il n'est acquis que pour 3 de nos portails. Et donc, on voit sur la table du dessus que la taille de ce que représente ACS dans nos 10 fonds, et à quel point c'est vraiment différencié d'une manière ou d'une autre. Reed Holdings permet encore beaucoup plus d'investigation, beaucoup plus fine. Voilà, si vous avez l'habitude de manipuler les outils de découverte et des Holdings Library Management ou leurs équivalents chez les autres fournisseurs, vous voyez très bien quels différents paramètres il peut y avoir à déclarer pour les ressources, et vous pouvez vous imaginer à quel point il faut avoir un œil très fin si on a plusieurs fonds à gérer en même temps. Pour la slide suivante, c'est là où on va en venir aussi à cet aspect. Un autre aspect intéressant par Reed Holdings, c'est la circularité. C'est-à-dire que Reed Holdings, c'est vraiment fait pour lire nos fonds documentaires et les contrôler, avoir une bonne vision dessus. C'est pas fait pour modifier. Pour modifier, il faut toujours retourner dans l'outil. Par contre, ça va nous aider grandement pour ce qui est des modifications massives. Par exemple, si on a beaucoup de données de notices sur lesquelles on veut intervenir dans différents bouquets et pour différents fonds documentaires, on peut très facilement sortir
des listes de notices depuis Real Holdings, modifier juste quelques paramètres dans un tableur quelconque, et après recharger ce fichier dans les fonds concernés pour appliquer en masse les changements qu'on veut apporter. Par exemple, là je prends le cas d'un désherbage, mais ça peut être simplement des modifications d'éléments de couverture. Et voilà, vu que la mise à jour est quotidienne, eh ben on apprécie très vite le lendemain le résultat dans Read Holdings plutôt que d'aller revérifier fond par fond si les choses sont bien en place pour les différents bouquets. Là, on voit très très vite le résultat de manière globale et donc ça représente un gain de temps vraiment considérable pour les équipes. Slide suivante, s'il te plaît. Et voilà, donc on arrive cette fois-ci à BibCNRS Index. En fait, voilà, pour les autres cas d'usage qui sont arrivés par la suite, on s'est rendu compte que Read Holdings pouvait être une source, enfin, pouvait être la source en fait pour alimenter cet outil qu'on a voulu complémentaire des moteurs de recherche BibCNRS et destiné à toute catégorie d'utilisateurs confondus, quel que soit qu'ils aient des droits Janus ou pas. Donc BibCNRS Index, ça se veut moi j'appelle ça un métacatalogue. Voilà, il vient à côté des portails de BibCNRS. Et la différence, c'est aussi qu'il sera, parce que il n'est pas encore live, c'est encore en test, il sera public, il se veut public. Il se veut aussi donc dédoublonné, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir, si une ressource du tronc commun est présente dans les 10 portails, on ne mettra pas à disposition 10 fois la même notice, ce sera une notice dédoublonnée, comme on le voit la première de la capture d'écran, ça indique tous les portails. Si c'est présent sur un portail, ça écrit juste le nom du portail. Si c'est présent sur une sélection de portails, ça va lister les portails qui sont ayant droit. Donc on le voit aussi dans la colonne de gauche de la capture d'écran, il y a des facettes qui permettent de faire des filtres et des tris sur les fonds, selon qu'il s'agit de ressources ouvertes, fermées, du courant, de l'archive, est-ce qu'il y a un embargo, est-ce qu'il n'y en a pas, quelle plateforme est concernée, le nom du bouquet, vraiment, ça vient répondre aux questions que peuvent se poser les chercheurs d'abord, mais aussi les collègues bibliothécaires pour des aspects métiers, pour cartographier la politique documentaire et aiguiller les publics. L'autre intérêt de BibCNRS Index, c'est qu'une fois qu'on a défini un périmètre dans cette recherche qui est permise par le moteur, on peut exporter et on pourra exporter les données et ces données elles seront mises à disposition sur un format en gros un socle KBART éventuel et qui sera additionné de quelques métadonnées supplémentaires. Tout ça, on a pu le faire grâce à la technologie Lodex, qui est donc un produit de data visualisation qui est produit à l'INIST également. Pourquoi Lodex et pas Kibana dans le prolongement? Là aussi, c'est parce que finalement, Kibana est un outil qui est consultable il faut des authentifiants, c'est des accès restreints, là où Lodex permet d'avoir un site et un site public consultable, si on le paramètre en fonction, consultable par n'importe quelle catégorie d'utilisateurs. Donc voilà pourquoi il y a eu en surcouche de Read Holdings, ce BibCNRS Index, c'est pour dialoguer avec les utilisateurs. Capture d'écran, fenêtre suivante s'il te plaît. Donc là on a un petit focus sur une des ressources que l'on voit en haut dans sa forme contractée quand on est dans la liste de résultats. On a déjà quelques infos qui renseignent a priori l'utilisateur chercheur sur les ressources qui sont présentes dans les fonds. Est-ce qu'on l'a, quel type de document c'est, quelle est la période couverte et à quel éditeur a produit le contenu et pour quel portail. Et après dans la forme étendue, on met à disposition des infos beaucoup plus riches qui, elles, viendront plutôt éclairer les besoins d'information des collègues bibliothécaires chez nos partenaires. J'en ai bientôt fini on arrive à la slide de conclusion de cette carte blanche. Donc voilà, on est encore sur des phases de test, de finalisation. Les prochaines étapes, elles sont listées ici. Il y a à la fois des étapes
pour Reed Holdings et pour BIPSNRS Index, des étapes qui sont pour certaines orientées développement, pour d'autres orientées métier, notamment sur la création des tableaux de bord et le passage à l'échelle. Je ne vais pas détailler tout ça, mais on aimerait bien livrer ce produit à la fin à la fin du premier trimestre 2025. Ça vient aussi dans dans l'actualité de BIPSNRS qui vient de proposer sa nouvelle interface, et donc ça viendra faire une nouvelle actualité autour de BIPSNRS lorsque ce produit sera prêt à vous parvenir. Donc je remercie Léo, qui est vraiment le développeur, qui est de l'équipe qui nous suit pour ce projet, Tom, qui l'a beaucoup accompagné sur certains aspects en vue de BIPSNRS Index. Merci à Mélanie, la collègue de mon service, qui a pris en main la couche BIPSNRS Index côté métier et qui se spécialise aussi de plus en plus donc sur les statistiques d'usage chez nous. Et je remercie aussi l'équipe Lodex qui nous a mis à disposition les premières machines qui nous ont permis de prototyper BIPSNRS Index, d'apporter la preuve de concept que on pouvait faire cette application, et donc on va continuer à travailler avec eux. Et donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation. N'hésitez pas à la fin si vous avez des questions, et si vous avez besoin enfin, pour ceux qui voient cette session en replay, vous pourrez écrire à EasyTeam toutes vos questions, et elles me seront redirigées. On pourra échanger à ce sujet. Merci beaucoup, Xavier, pour cette belle présentation et ce beau projet qui commence bien, à devenir très concret. Alors, les prochains rendez-vous pour les sprint reviews suivantes, vous avez l'agenda donc qui est sur le blog, et donc la sprint numéro 8, eh bien, ce sera lundi 24 mars de 11 h à 12 h en distanciel. Vous voyez que eh bien, toutes les sprint reviews, comme disait Xavier, sont enregistrées et sont en replay. Donc, vous pourrez suivre cette sprint numéro 7 très prochainement en cliquant simplement sur le lien de la sprint review qui est donc dans l'agenda du blog. Pour les supports mutualisés, donc les formations qu'on met en place depuis maintenant très longtemps, eh bien, on a un agenda qui commence à se remplir. Vous avez des formations qui vont être plus axées correspondant, et des formations qui seront axées plus la majorité des utilisateurs, notamment la prise en main des tableaux de bord qui concernent bien l'ensemble des utilisateurs d'EasyMesure. Eh bien, je vous invite à consulter cet agenda qui est dans les rendez-vous support mutualisés. Et bien sûr, cet agenda est envoyé régulièrement à la liste EasyMesure User. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à cette liste, n'hésitez pas, puisque ces formations ne sont pas uniquement envoyées aux correspondants. Et on vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette sprint particulière. Vous voyez qu'il y a une petite image vidéo qui montre un daily de l'équipe EasyTeam. Comme disait Dominique en début de sprint, eh bien, cette vidéo a été réalisée par le service communication et en particulier par Léa, qui donc aussi fait partie de ce service aliniste. Et cette vidéo, eh bien, je sais que Thomas a mis le lien dans le chat, donc Canal U,